Panel américain ce soir avec Raphaël Jacob, Michel Séauger et Azeb, à qui on a demandé de rester avec nous. Bonsoir à vous tous. Bonsoir. Bonsoir. Bon, Bonsoir, Julie. parlons d'abord, on vient sur le sujet que vous nous avez présenté ce soir, Azeb, c'est-à-dire ce report là, de l'audition de la peine dans l'affaire de Stormy Daniels, où M. Trump est reconnu coupable, mais on ne sait pas quelle sera la sanction. Alors, encore une fois, c'est repoussé après les élections, donc une très bonne nouvelle pour lui. Michel, on a l'impression qu'on parle de justice et de M. Trump. Il arrive toujours à se faufiler. Oui, mais là, il y a un jugement de la Cour suprême qui est interprété par les juges de première instance qui dit qu'un président jouit d'une certaine immunité. Et là, il faut savoir comment on définit l'immunité et tout ça, mais les juges se sentent très mal de dire « je vais intervenir à ce moment-ci, avant l'élection présidentielle ». Un des juges, le juge Merchan, a dit exactement ça. Je ne veux pas faire cette décision-là avant le jour de l'élection. Alors, oui, effectivement, M. Trump s'en tire souvent. Il se plaint souvent aussi des juges, on l'a entendu tout à l'heure. C'est comme ça depuis maintenant quelque chose comme 2 ans. Hein? Oui, mais est-ce que c'est clair, cette affaire de la décision de la Cour suprême là, de dire qu'il y a une immunité pour les présidents, mais de savoir qu'est-ce qui relève du président, qu'est-ce qui relève de l'homme? Raphaël... Ça a l'air compliqué et on voit que les juges font « Oh, mon Dieu, pas tout de suite, je ne veux pas toucher à ça » parce qu'on se peut imaginer un ressac en pleine élection, en pleine campagne électorale. Déjà que M. Trump joue cette carte de la victime, victime des tribunaux, victime des juges, c'est très toxique là, pour quelqu'un qui veut s'emparer du dossier. Certainement, et dans certaines causes plus que d'autres. Surtout les causes où il est question d'actes que clairement M. Trump a commis lorsqu'il était en fonction. Dans le cas de la cause à New York dont on parle, celle de Stormy Daniels, en guillemets, ce sont clairement des actes allégués et démontrés devant le tribunal lors du procès au printemps dernier qui ont eu lieu bien avant qu'il soit dans ses fonctions présidentielles. Donc, en principe, ce jugement-là de la Cour suprême ne devrait pas s'appliquer. Mais au final, Julie, on regarde le portrait d'ensemble, on avait 4 causes criminelles contre M. Trump qui pesaient au début de cette cour-ci. On avait les 2 causes fédérales, celle des documents confidentiels laissés à Mar-a-Lago, sa résidence, bien sûr, personnelle de Floride, celle de ses tentatives répétées de renverser les résultats électoraux. On avait la cause en Georgie et celle à New York. Dans tous les cas, soit le procès a été reporté ou dans le cas de la cause Stormy Daniels, la décision pour ce qui est de la sentence a été reportée après l'élection. Donc, il n'y en a aucune qui va avoir eu une incidence majeure sur ce qui est de l'élection générale. Et dans la mesure où on va avoir eu un impact, ça va avoir été prononcé, là, ça va avoir été beaucoup plus tôt, au tout début des primaires républicaines, lorsque M. Trump avait été inculpé la première fois, encore une fois à New York, et que ça l'avait aidé pour ce qui est de coaliser le vote républicain derrière lui. Pour le reste, l'idée selon laquelle, et on l'a tellement entendu en 2022, 2023, 2024, que c'est démêlé avec la justice allait finir par le couler politiquement. Si ça se produit, ça ne se produira pas avant l'élection. C'est la moindre des choses qu'on peut dire. Et là, Azeb, on peut se poser la question, si ces causes-là avancent, disons qu'il remporte la campagne et qu'il devient à nouveau président, jusqu'à quel point ces causes-là peuvent encore l'atteindre? Lui, il va jouer la carte de la Cour suprême, la carte de l'immunité, en disant « vous ne pouvez plus aller de l'avant, là ». Ben voilà, toutes les spéculations sont bonnes, Julie. Est-ce qu'il va s'autogracier aussi? On est vraiment dans un terrain vraiment inédit, inconnu. Mais il faut dire que l'affaire Stormy Daniels, ça aurait été la première peine prononcée avant les élections présidentielles. Et là, il y avait toutes sortes de spéculations. Est-ce qu'il va aller en prison? Est-ce qu'il va être dans une résidence assignée, si vous voulez? Est-ce qu'il va avoir un bracelet électronique? Parce que vous savez qu'il a toujours la sécurité qui est avec lui. Il y a toujours les services secrets américains qui le protègent parce que c'est un ancien président, justement. Là, en repoussant finalement cette cause-là pour le 26 novembre, en tout cas le prononcé de la peine, quelque part, comme vous le dites, le juge Merchan se dit, bon, ça va se dérouler après les élections, on va voir qui va gagner déjà ces élections-là. Ce que le juge Merchan a dit, c'est qu'en fait, c'était pour vraiment maintenir l'intégrité de la cause, et ce qu'il a écrit dans cette décision, c'est une des raisons pour laquelle il a décidé de repousser le prononcé de la peine. Alors aujourd'hui, il s'est exprimé, M. Trump. On avait joué un extrait un petit peu plus tôt. On va écouter maintenant un autre extrait où lui dit « Ah, je suis en avance ». On va l'écouter. This is a disgraceful case, and disgraceful in particular because it's about a former president of the United States who is now leading in the polls to be the president again.
Bon, alors il dit qu'il mène dans les sondages, mais regardons-les sondages de la semaine, justement. Il y en a un qui a été publié hier, qui est un sondage national. On va le mettre en ondes, justement, où on voit que, selon ces pointages-là, Mme Harris est à 49 %, donc en avance, pas de beaucoup, mais en avance sur Donald Trump, qui est à 47 %. Et quand on regarde l'autre sondage, celui qui a vraiment marqué la semaine, c'est celui des États clés, publié par CNN mardi dernier. C'est du coude à coude. Parfois, c'est Trump qui est un peu en avance, parfois, c'est Mme Harris. Dans bien des cas, ils sont au coude à coude. Michel, est-ce que M. Trump peut vraiment prétendre qu'il est, comme il le dit en anglais, leading, là? C'est pas clair comme ça. D'abord, ce ne sera pas la première fois qu'il beurre la toast de son côté, là, cela dit. Mais on va noter une chose. C'est pas une grosse avance de Mme Harris. C'est 2 points dans la meilleure des hypothèses. Mme Clinton avait gagné l'élection de 1996 au vote populaire par 3 millions de voix, à peu près 2 %. Elle a perdu au collège électoral. Et là, chez les démocrates, on commence à voir des gens. Le New York Times, ce matin, entre autres, disait « Écoutez, il va falloir regarder le collège électoral. Ça va peut-être pas si bien que ça, notre affaire. » Et le vrai mouvement qu'il y a eu dans les sondages, ça a été tout de suite après le retrait de M. Biden et quand Mme Harris a fait le consensus démocrate autour d'elle. Là, il y a eu vraiment un changement des républicains vers les démocrates. Depuis ce temps-là, c'est à peu près stable. Alors, ça dépend de la maison de sondage que vous aimez le mieux, mais c'est à peu près stable. Alors, est-ce que ça va bien pour Mme Harris? Oui. Est-ce que ça va très bien? Pas vraiment. Oui, parce que il y a toujours l'effet de silo aussi. Hein? Quand on adhère à un camp, on a toujours l'impression... Oui. Chez les démocrates, on le voit parce qu'on les entend parler, on les voit sur les ondes. Ils ont l'impression d'être portés par un élan, Raphaël. Mais l'élan, quand on regarde les chiffres, quand on regarde les États clés, nous, on a l'impression, vu de loin, que ça piétine un peu. À un point tel, on pourrait se demander même pourquoi ça bouge pas plus. Il y a plusieurs éléments là-dedans. Peut-être rebondir d'abord avant tout sur ce que Michel a mentionné pour ce qui est du surplace dans lequel on est. C'est absolument clé de l'illustrer avec ce qui s'est passé pendant la semaine de la Convention. Parce que qu'est-ce qu'on a martelé et qu'on a répété pendant 4 jours, presque sans relâche, à quel point la Convention était fructueuse, à quel point c'était un vent qui allait souffler derrière Mme Harris, dans le dos de Mme Harris, qui allait la porter davantage. Au final, ça a eu à peu près aucun impact. Il faut faire attention. C'est sûr que presque en même temps, on a eu aussi le retrait de Robert Kennedy Jr., son appui à M. Trump. Donc, c'est possible que s'il y a un impact positif de la Convention démocrate pour ce qui est des intentions de vote pour Mme Harris, ça a été, entre guillemets, compensé du côté de M. Trump par l'appui de M. Kennedy. Mais au final, l'impact net de la Convention démocrate semble avoir été à peu près nul. Ça, c'est une chose. La deuxième, c'est qu'effectivement, on fait du surplace, comme on en a fait, soit dit en passant, pendant à peu près les 6 premiers mois de l'année entre M. Biden et M. Trump. Tout ce qui est allé bouger, ça a bougé vraiment dans les 2-3 semaines qui ont suivi le départ fracassant, parce que là, il y avait vraiment quelque chose qui fondamentalement était nouveau, était explosif dans cette course-là. Donc, on est venu rebrasser les cartes jusqu'à un certain point. Mais effectivement, depuis 2-3 semaines, ça bouge très peu. La prochaine, et on verra peut-être la dernière réelle occasion majeure dans cette course-ci de recalibrer encore une fois les choses, ça va être lors du débat de mardi prochain. Parce qu'aux dernières nouvelles, Julie, c'est le seul qui est prévu pour l'instant entre les 2 candidats présidentiels. Et parce qu'encore une fois, on n'aura pas de peine potentiellement de prison qui va être prononcée contre M. Trump d'ici à l'élection. Vous regardez le calendrier, à part des impondérables qu'on ne peut pas voir venir à l'avance, il n'y a rien d'autre de majeur à l'horizon. Bon, avant d'en parler du débat, parce qu'on va en parler dans un instant, Azeb, vous voyez les efforts qui sont déployés par chacun des camps pour courtiser les endroits où ça compte, les fameux endroits pivots. Qu'est-ce que vous observez sur le terrain? Parce que, Madame, en plus, on a l'impression qu'ils prennent le même circuit, qu'ils suivent l'un l'autre tout le temps. Vos observations là-dessus? Écoutez, là, je suis à Erie, en Pennsylvanie. Donc, c'est un État, ils appellent ça un comté boomerang, si vous voulez. Ils ont voté Trump en 2016, Biden en 2020. 2024, c'est la grande question. Donc, les stratégies qui ont été employées par les démocrates, hier, par exemple, on a vu son colistier, le colistier de Kamala Harris, Tim Walz, venir faire un rassemblement. Donc, ici, à Erie, c'est plus de 85% de la population blanche, beaucoup, un peu la classe ouvrière, un peu classe économique, classe moyenne, si vous voulez. Donc,
elle envoie ce colistier-là pour essayer vraiment de raviver le vote des indécis. Lui-même, hier, il disait, par exemple, vous savez, moi, au départ, je suis pour le deuxième amendement, le port d'armes, mais j'étais aussi très proche de la NRA, par exemple, le National Rifle Association, l'association pour les armes à feu aux États-Unis, très importante organisation des républicains. Et il affirme qu'après Sandy Hook, par exemple, il a décidé de ne plus vraiment soutenir cette association-là en se disant, quand même, il y a eu des enfants qui ont été tués, il y a eu cette fusillade. Et donc, il essaye vraiment de raviver le vote des indécis. Et je peux vous dire qu'ici, à Erie, on ne sait pas du tout comment ça va aller. On a parlé à autant de partisans de Donald Trump que de partisans de Kamala Harris. Donc ça demeure encore très serré. Donc c'est pas gagné ni pour Donald Trump ni pour Kamala Harris. On se demande si cette espèce d'aveu qu'il a fait dans un podcast, là, un balado, peut être une stratégie pour peut-être régler quelque chose. Vous savez, il n'a jamais voulu reconnaître sa défaite en 2020. Mais dans un podcast qui a été présenté cette semaine, il parle des élections de 2020 où il semble évoquer que oui, j'ai peut-être perdu d'un cheveu. Petit extrait, je vais vous faire commenter après. I was told if I got 63 million, which is what I got the first time, you would win. You can't not win. And I got millions of more votes than that, and lost by a whisker. Raphaël, ça vous dit quoi quand vous l'entendez? Est-ce que c'est vraiment un aveu d'abord? Parce que j'ai entendu des gens dire, ben oui, c'est un aveu, puis il va essayer d'aller chercher plus de votes comme ça, des gens qui sont mal à l'aise avec sa version de l'histoire. Il y en a d'autres qui sont fâchés, qui disent c'est un aveu, alors que nous, on s'est battus pour lui le 6 janvier. Mais est-ce que c'est un aveu? C'est seulement un aveu quand on ne l'écoute pas dans le contexte beaucoup plus large de l'intégralité de la balado-diffusion. Pour l'avoir écouté intégralement, dans un contexte beaucoup plus large, on est très, très loin des aveux. En fait, à un moment clé de l'entrevue, l'intervieweur lui demande, et je paraphrase là, il lui demande pour un électeur indépendant, un électeur plus modéré, plus indécis comme peut-être moi-même, qu'est-ce que vous avez à dire justement pour tout l'espèce d'effet, pardonnez-moi l'expression populaire, le d'écœurement de vos fausses allégations d'élections truquées, d'élections volées, etc. Et que fait Donald Trump, encore une fois, dans la même entrevue? Il recommence, encore une fois, à fond la caisse pour ce qui est de ces allégations de fraude, qu'il a été victime d'un vaste stratagème, etc. Autrement dit, on repassera pour ce qui est d'aveu et on repassera également pour ce qui est d'essayer de ratisser plus large. Un des obstacles fondamentaux de la campagne Trump depuis le tout début, c'est la quasi-volonté, semble-t-il, là, du principal intéressé de tout faire pour ne pas aller chercher les électeurs davantage au centre et s'adresser encore et encore à sa base. Et un petit point très, très bref, additionnel que je me permets de mentionner sur le sondage Emerson. Michel et moi, on parlait de sondage tantôt. Il y a un aspect qui est peut-être encourageant pour Mme Harris. Dans le même sondage, lorsqu'on demande aux indécis, c'est un pourcentage qui est très petit, mais qui est critique, on le sait, 3, 4, 5, 6, 7 d'électeurs américains. Si vous aviez aujourd'hui à choisir, vous étiez forcé à trancher entre M. Trump et Mme Harris, qu'est-ce que vous feriez? Par un ratio d'à peu près 3 contre 1, on opterait pour Mme Harris. Donc, je ne vous dis pas que c'est solide, c'est volatile, mais ça mérite quand même aussi d'être mentionné. Bon, alors maintenant, dans ce contexte-là, Michel, je vous entends. Les défis de Mme Harris pour le débat, parce que M. Trump, on le connaît. C'est elle qui est un peu encore l'inconnue. C'est présenté une première fois, là, lors de la convention. Il y a eu cette entrevue en terrain. Écoutez, c'était pas des questions très, très difficiles. C'était pas très, très embêtant pour elle. Mais là, elle affronte Donald Trump. Alors, parlez-moi de ces défis. Le défi, d'abord, c'est de parler, parce que Donald Trump va lui couper la parole à toutes les 5 secondes s'il est capable. Ça, c'est évident. Mais il ne faut pas oublier, Mme Harris est un ancien procureur. Elle est capable de débattre. Elle a fait ça toute sa vie en cours. C'est pas mauvais comme préparation d'un débat avec Donald Trump, mais elle doit donc être là et montrer qu'elle a sa place comme présidente des États-Unis. Ce que l'entrevue à CNN n'a pas vraiment montré. Alors, ça va être la seule chance. Il n'y aura pas d'autres débats. Alors, il faut qu'elle ait l'air présidentielle contre un Trump qui, souvent dans ces débats-là, est un peu brouillon, part sur un sujet, revient sur un autre, et n'a pas l'air très présidentielle, justement. Alors, ça, c'est ce qu'elle doit faire. Elle doit montrer qu'elle a l'étoffe d'être un président, comme on dit aux États-Unis, the right stuff. Et le fait d'être une femme contre Trump, est-ce que vous voyez un enjeu là-dedans? Est-ce qu'il y a des périls particuliers parce qu'elle est une femme? Il y a surtout un péril pour M. Trump. Oui.
d'être condescendant et de s'aliéner l'électorat féminin. C'est le grand danger. L'autre grand danger pour M. Trump, c'est de tout simplement être brouillon, comme il l'est depuis des semaines. Là. Il n'est pas capable de tenir un discours très, très cohérent pendant très longtemps. Il va partir sur un autre sujet, il part sur un autre. Ça, il faut qu'il fasse attention à ça. Oui, Azeb, sur le débat? Écoutez, on va voir ce qui va rôder autour d'elle comme il avait fait pour Hillary Clinton. Kamala Harris, lors de l'entrevue, elle était accompagnée de son colistier, Tim Walz. Elle sera vraiment seule face à Donald Trump, certainement qu'il va tenter de la déstabiliser. Il faut quand même rappeler que Donald Trump, lors de son débat avec Joe Biden, s'est quand même très bien comporté. Il a laissé parler, les micros étaient fermés, donc il ne pouvait pas vraiment s'interrompre. C'est d'ailleurs la même chose cette fois-ci. Les micros seront fermés quand Kamala Harris va parler ou quand Donald Trump va parler. Donc c'est à peu près les mêmes règles là à ABC. Et Donald Trump, il faut le dire, c'était quand même assez bien comporté par rapport aux autres débats, si vous voulez. Donc le débat va être, comme l'a dit Raphaël, ça va être vraiment un élément extrêmement important pour ces élections. Et vous serez tous de l'émission spéciale sur nos ondes d'ailleurs lorsqu'on va suivre ce débat-là. Alors c'est une sorte de petit réchauffement ce soir. Merci beaucoup. Bonne fin de semaine à vous trois. Bonne fin de semaine. Au revoir.